Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là, de nous écouter, de nous suivre. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, s'il vous plaît. On essaie de grandir cette communauté-là. À tous ceux et celles qui l'ont déjà fait, merci, merci, merci. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes audio. On est sur Spotify, Apple Podcast, on est sur Amazon. On est littéralement partout où vous aimez télécharger vos balados préférés. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien, ça va bien. On continue notre automne politique, un automne politique qui est quand même assez chaud, hein? Un peu à l'image de la température des derniers jours. On avait promis aux auditeurs qu'on allait faire des petites séries. On a fait une série avec les leaders de tous les chefs de parti. Elle n'est pas encore complétée parce qu'on n'a toujours pas reçu M. Legault. Donc, ça reste toujours un point d'interrogation. L'invitation est toujours là pour M. Legault. On veut vraiment mettre fin à cette série-là. Mais là, on commence une nouvelle série avec les aspirants chefs du Parti libéral du Québec. Il y a une course, on en a parlé déjà beaucoup sur le balado. Puis ça commence, puis évidemment, on espère que tout le monde va vouloir venir et échanger avec nous. Mais effectivement, ça fait partie du paysage politique que de s'intéresser à ce qui se passe dans les partis d'opposition, particulièrement l'opposition officielle qui se cherche un chef. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir parmi nous un des aspirants chefs et également député de Marguerite-Bourgeois à l'Assemblée nationale du Québec. C'est le député Frédéric Beauchemin. Bonjour. Salut à vous deux. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, comment ça va déjà? Ça va super bien. Une belle journée d'automne, il fait soleil dehors, on en profite un peu. J'imagine bien occupé aussi? Oui, ça n'arrête pas. Honnêtement, là, c'est du matin jusqu'au soir tard. Ça roule, hein? Oui, vraiment. Ça roule dans tous les sens du terme. Ça roule. Beaucoup de kilométrage sur la voiture, ça roule du partout. Oui, effectivement. Super. Je veux commencer parce que... est-ce qu'on peut se tutoyer? Ben oui, absolument. Yeah? Okay, good. Ouais. Tu n'étais pas là, évidemment, en 2018. C'était le grand choc, je dirais, pour les libéraux qui pensaient ne jamais descendre si bas. Évidemment, 2022, c'était encore une plus grande surprise. Donc, tu n'as pas vraiment vécu cette descente, si on veut, ce drop là, du Parti libéral du Québec. Évidemment, tu as vécu l'autre défaite de 2022, mais je veux juste, par curiosité, rentrer un peu dans ta tête pour voir, toi, tu rentres en 2022. Ouais. Et j'ai posé la question à Mme Setlakwe. Un nouveau député qui rentre, tu rentres avec cet engouement de vouloir servir, tu es excité par les résultats, évidemment, tu as gagné dans ton comté, mais là, tu rentres, puis le caucus, c'est la fin du monde, c'est les couteaux, c'est les bâtons dans les roues, je veux juste voir un peu de ton point de vue. Tu rentres en politique, c'est un début pour toi. Au lieu d'être excité, tu rentres dans un caucus qui est pas mal divisé. On s'entend. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en arrière-scène, puis je veux non plus lancer des suggestions de ce que je pense, mais ta perception, toi, tu réalises ça devant toi. Qu'est-ce que tu penses? Bien, il y avait une dynamique qui était spéciale. Quand j'ai eu ma carrière au préalable, moi, j'ai passé plus d'une trentaine d'années à rassembler des équipes, à travailler ensemble. J'étais arrivé et j'ai vu cette dynamique-là qui était installée. Fait que déjà, j'avais comme des drapeaux rouges. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? On était au combat avec Dominique, puis il y avait des dissensions à l'intérieur. Fait que, ceci étant, c'est pas la fin du monde. On était capable de s'en remettre. Puis je pense que ça a pris une traversée du désert, mais là, je le sens, je le perçois dans le quotidien que le Parti libéral intéresse tout le monde comme une alternative. Évidemment, c'est peut-être pas ce que les sondages vont montrer, mais je pense que pour les Québécois qui sont libéraux, qui ont stationné leur vote au parking de la CAQ, si on peut dire, mais ces gens-là veulent ressortir aujourd'hui, vont vouloir voter pour le Parti libéral, puis pour moi, c'est ça qui compte. Bon, alors ça, c'est comment tu as fait un peu ton arrivée au PLQ. Exact. Mais là, on va revenir un petit peu en arrière. Oui. Frédéric Beauchemin. Oui. Qui est cette personne exactement? Ben, je suis un garçon de 59 ans, j'ai 2 enfants,
On a la chance d'avoir 2 enfants en santé, une grande qui a 27 ans, un grand qui en a 25. Mon garçon est avocat, ma fille est comptable. Coché, on est stable là-dessus. Fait que la vie est belle pour les enfants. J'ai passé plus de 32 ans dans les marchés des capitaux, dans une banque, la Scotia. J'ai travaillé beaucoup, majoritairement à Montréal. J'ai passé 5 ans un peu à peu près là, à Toronto, un peu à New York, un peu à Londres. Et j'ai travaillé dans des structures financières, dans des montages financiers, dans les marchés des capitaux. Fait que, pour vous comprendre, les banques sont divisées en 3 unités d'affaires. Il y a la banque d'affaires, l'investment banking per se. Il y a le corporate banking, ça c'est de la banque qui prête l'argent. Puis tout le reste de ce que les banques peuvent faire pour leurs clients institutionnels, ça s'appelle les marchés des capitaux, que ce soit les devises, marchés obligataires, les commodités, les swaps, etc., les stocks, tout. Mais moi, je suis en charge de la division Capital Markets pour la Banque Scotia à Montréal. J'ai eu beaucoup de plaisir, évidemment. C'est une belle carrière, beaucoup de fun, rencontrer des joueurs importants de notre économie. Puis je te dirais qu'une des choses que une des choses que je suis le plus fier, en fait, c'est des transactions qui ont vraiment shapé l'économie du Québec. Puis on a beau parler positivement ou négativement, mais Québécois, c'est un joueur qui est significatif. Bien, lorsque Vidéotron a été vendu à Rogers, moi, j'ai fait partie de l'équipe qui a fait en sorte qu'on était capable de mettre en place un financement qui a permis à Québécois de pouvoir reprendre Vidéotron de la part de Rogers. C'était une transaction significative, de 1,5 milliard US à l'époque de financement. Mais le problème, c'est que le marché canadien n'était pas ouvert pour ce genre de transaction-là. Donc, il a fallu aller aux États-Unis, emprunter, je parle pour Québécois, emprunter en dollars US et ramener ça au Canada. La transaction pour convertir la dette US en dette canadienne pour matcher, si tu veux, les revenus canadiens là, de Québécois. C'est un swap de taux d'intérêt qui était à l'époque rare. Ça se faisait pas. Ça se faisait, mais c'était une grosse transaction. Énormément de risques d'exécution. Donc, on a eu la chance de mettre une équipe en place pour exécuter ça. On a appliqué en fait un peu de distribution à travers toutes les banques pour s'assurer que ce ne soit pas juste une banque qui porte le risque. Mais on a vraiment fait un syndicat bancaire, grosso modo, pour cette transaction-là. Puis c'est ce qui a permis à Vidéotron d'être acheté par Québécois. Puis maintenant, le reste, c'est essuie, comme on dit, parce que là, maintenant, Québécois est rendu significatif là, dans le monde du média. Puis c'est un peu grâce à la transaction qu'on a facilitée. Alors, effectivement, c'est intéressant parce que c'est une manière, effectivement, pour le Québec Inc. de conserver des entreprises québécoises. Absolument. Et qu'elles restent dans le giron québécois. Exact. Je comprends pourquoi tu dis que c'est quelque chose dont tu es fier. Tu y as contribué d'une certaine façon. Mais alors, Frédéric Beauchemin, toujours. Originaire de quel coin? Ben, je suis né pas loin d'ici, en fait, pour dire l'endroit où est-ce qu'on est. Oui, on est à Brossard. Ouais, on est à Brossard, je ne sais pas au niveau sécurité. Je ne dis pas l'adresse, là, tu sais. Je ne dirai pas l'adresse. Moi, je suis à Saint-Lambert, juste à côté. Okay. Mes parents ont acheté une maison en banlieue à l'époque. Écoute, il y avait pas de voisins ou presque. Il y avait le terrain de golf qui était à côté. C'était un beau spot. Mes parents trouvaient ça vraiment cool de vivre en famille là. Et puis, j'ai une belle enfance là, avec mes sœurs. J'avais 3 sœurs à l'époque. Et puis, j'ai grandi. J'étais allé à l'école primaire ici. Après ça, j'étais allé au secondaire, au Collège Notre-Dame, sur la rue Queen Mary, devant l'abattoir. Oui. J'ai pas rencontré le frère André, mais c'est tout comme. Puis après ça, j'ai fait mon cégep à Brébeuf. J'étais au HEC, puis j'ai fait ma maîtrise à McGill. Alors, t'as fait le Collège Notre-Dame à l'époque où il était confessionnel. J'ai fait, oui, puis écoute, il n'y avait que des garçons. Puis quand je suis arrivé en secondaire 5, les filles rentraient en secondaire 1. Bon, ben ça a changé depuis. Exact. Mais alors, et puis donc, Frédéric Beauchemin a continué son parcours. Ouais. Évidemment, tu as fait ton cégep, ton université. Ouais. Parle-en-nous rapidement. Où est-ce que tu es passé? Par où tu es passé? Ben, je te dirais qu'un des dénominateurs communs là-dedans, c'est tout l'apprentissage de la vie. Je te dirais, j'ai beaucoup aimé la phase école, même si de temps en temps, on n'est pas tout le temps motivé à l'école, mais le côté social de l'école, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé ça, rencontrer des amis. J'ai des amis encore du temps du cégep, du secondaire, évidemment de l'université. Puis, on avait la radio étudiante là, au cégep que j'ai vraiment eu beaucoup. Quel cégep?
À Brébeuf. À Brébeuf. Une vraie belle radio étudiante. On avait du plaisir. C'était vraiment, vraiment le fun. Très bien, très bien. Et donc, université, si j'ai bien compris, t'es pas allé très loin non plus. J'étais allé au HEC. Écoute, j'ai passé quasiment 10 ans de ma vie à l'intérieur d'un kilomètre. Mais c'était des bonnes écoles, puis on avait beaucoup de plaisir. C'était en finance? En finance au HEC. Et puis, j'ai fait ma maîtrise à McGill à temps partiel par la suite. Ton MBA. Exact. Fait que, puis le dénominateur commun dans tout ça, c'est qu'avec le temps, Collège Notre-Dame, c'était une école vraiment plus de sport. J'ai donc, malgré qu'au début, j'étais peut-être pas trop motivé, là, mais j'ai fait beaucoup de sport, puis ça a été vraiment quelque chose qui est resté comme un élément qui m'a permis de focusser mon énergie. Et pour moi, l'actualisation des enfants à travers le sport, c'est essentiel pour qu'ils puissent avoir une énergie concentrée vers leurs études. Puis moi, ça m'a vraiment permis de pouvoir progresser dans la vie, disons, parce que j'étais vraiment un petit fatigant, là, selon mes parents puis selon les professeurs. Ils te l'auraient dit, là, comme, tu sais, j'avais beaucoup d'énergie, puis je tapais du pied. J'avais le goût que ça bouge. Là, avant que je laisse la parole aussi à George, juste pour finir un peu le parcours et puis qu'on puisse parler un peu plus de politique. Ouais, hein? ouais, finalement, c'est un podcast politique. Ben oui. Donc, après ton université, après tes 2 diplômes universitaires, là, évidemment, je remarque finance puis en administration des affaires. Donc, évidemment, ça traduit un profil assez économique. Tu as atterri, donc j'imagine, peut-être pas tout de suite, mais c'est là que qu'a débuté ta carrière en finance et dans la banque, ta carrière que tu as donc étendue jusqu'à ton entrée en politique. Exact. Puis tu sais, bizarrement, j'avais un choix à partir de l'âge de comme 12 ans. J'ai toujours aimé les activités sportives, l'action et tout ça. Mais à un moment donné, j'avais comme mon père qui a décidé, bon, je vais t'amener voir, j'ai mon courtier, là, on va aller voir le courtier. On m'amène, à l'époque, je pense que c'était Ridge Green, quelque chose comme ça. On arrive chez Ridge Green, puis on rentre dans une salle, il y a comme genre 20 bonhommes avec des ordinateurs devant eux qui crient des chiffres un après l'autre. Moi, je comprenais absolument rien de ce que c'était. Fait que le courtier de mon père, il dit « Assis-toi ici, le monsieur va t'expliquer ce qu'il en est. Moi, je vais parler avec ton père. » Le monsieur, il a pris comme l'heure à m'expliquer que c'était l'équivalent d'un trading desk, là, un pupitre de transaction obligataire. Les gars se garochaient des chiffres à la tour de bras. J'avais aucune espèce d'idée c'était quoi, mais j'ai trouvé ça ultra fascinant. Fait que de là, j'ai décidé de devenir, de focusser mon énergie vers la finance parce que je trouvais l'action intéressante. Tu comprends? C'est vraiment l'action. Puis, parallèlement à ça, les dimanches matins, il y avait une époque où est-ce qu'il y avait une émission de télévision qui s'appelait This Week with David Brinkley à ABC. Puis moi, j'aimais ça écouter ça parce que mon père aimait ça écouter ça. Fait que, tu sais, j'avais 12 ans, tu fais ce que ton père fait, n'est-ce pas? Fait que j'écoutais ce qui était à la télévision et j'ai eu la piqûre politique en même temps. Fait que toute ma vie, c'était comme un ou l'autre. Puis ben, finalement, je me suis dit, gars, c'est quoi? Je vais faire mon indépendance personnelle en premier, puis après ça, je vais essayer de contribuer à la société. Fait que c'est comme étape par étape. Donc, la première étape a quand même pris 33 ans. Mais après ça, j'étais allé en politique. Moi, je veux revenir un peu au timing. Ouais. Nous, c'est sûr que, tu sais, on a vécu un peu la politique, on a vu les vagues monter puis descendre, puis c'est sûr qu'en 2022... Puis si tu le sais pas, mais je te le dis, il n'y avait pas grand monde qui était positif pour un résultat du Parti libéral du Québec. Donc, là, il y a quelqu'un avec ce baggage-là quand même impressionnant. Nous, à l'époque, là, on se lancerait pour des candidats de même. Tu es à une position où tu décides finalement, comme tu dis, bon, c'était toujours la finance politique, mais là, la porte s'ouvre. Mais le timing, je sais pas si tu réalisais à l'époque que peut-être c'est pas le timing le plus propice. Est-ce que tu as pensé un peu plus au niveau stratégique de même ou pour toi c'était juste une opportunité de rentrer en politique no matter what? Je m'en fous, je suis au gouvernement ou si en opposition, je veux juste prendre cette opportunité-là. Bien, premièrement, il faut juste peut-être recalibrer là, dans le sens que pour moi, ce qui était important, c'est d'être au Parti libéral du Québec. Parce que pour moi, c'est le parti avec lequel je m'identifie comme individu. Fait que donc, pour moi, ça, c'était une priorité. Que ce soit en 2022, 2018 ou 2026 ou peu importe, le timing en tant que tel, pour moi, c'était irrelevant dans le sens que je voulais être dans le parti. Je voulais faire partie du Parti libéral du Québec. Pour moi, ça, les valeurs de développement économique,
liberté individuelle, équité Moi, la valeur, le fameux livre des valeurs, l'équité intergénérationnelle, pour moi, c'est primordial. Parce que je considère que nous, là, on est chanceux, à l'âge qu'on est, vous êtes un peu plus jeune que moi, là, mais on est tous comme un peu locataires sur Terre, OK? Puis on a la responsabilité de s'assurer qu'on prenne soin de la place pour les prochains. Bien, ça, c'est une autre façon de dire équité intergénérationnelle. Fait que moi, là, il n'y a pas aucun autre parti qui en parle de la même façon. C'est le Parti libéral du Québec avec le Fonds des générations, avec une façon d'agir, avec la place des jeunes dans le parti, tout ça. Que pour moi, c'était évident. C'est le Parti libéral du Québec. Donc, 2022 est arrivé. Dominique Anglade m'appelle, puis j'ai dit oui. Je vous suis évidemment sur les réseaux sociaux. Je vois à quel point vous êtes occupé. Vous faites des tournées un peu partout, surtout dans les régions. Oui. Et je veux, juste par curiosité, savoir ce que les gens vous disent. Où est-ce que c'est le moment où c'est à l'écroche pour le Parti libéral du Québec? On s'entend que par le passé, on avait quand même une bonne présence en région. À partir de 2018, comme je dis, c'était un peu plus fragile, la présence. La chronologie des événements est peut-être, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, 2018, il y avait une certaine usure, là, un peu le même genre d'usure qu'on voit avec la CAQ actuellement. Là. Fait que c'est un peu normal, les gens veulent un changement, puis peu importe qui t'aurait mis, ça aurait peut-être fait la même résistance. Je pense que c'est malheureux, mais ça fait partie, on le voit à travers la planète, là, c'est des cycles, OK? Fait qu'il y a eu cette affaire-là. Puis par la suite, je pense que c'est important de dire que les Québécois et Québécoises, OK, veulent quand même qu'on parle des vraies affaires. Puis tu sais, les vraies affaires, là, t'as beau être à gauche ou à droite, il faut que tu comprennes que le portefeuille du monde, être capable de mettre la bouffe sur la table, de prendre soin de tes enfants, de les envoyer à l'école, avoir un toit, payer ton char, ton gaz, être capable de te rendre quelque part, faire avancer ta vie, faire avancer tes enfants, faire avancer ta famille. Tu sais, c'est des choses de base, OK? Fait que c'est important de connecter avec ça. Fait que, tu sais, peut-être qu'en 2018, on aurait pu parler du super beau message que je viens d'expliquer. Les gens ne voulaient peut-être pas l'entendre autant. En 2022, on aurait peut-être voulu en parler autant. Je pense que, tu sais, on a parlé de ça et de paquets d'autres choses qui ont peut-être brouillé ce message-là. Mais je pense que aujourd'hui, en 2024, puis si on allait en 2026, il va falloir que le focus soit sur le développement économique pour qu'on s'assure justement que les Québécois puissent avoir les moyens de leurs ambitions, prendre soin des vraies affaires, tu sais, comme s'assurer là, qu'il y a une économie qui est au rendez-vous pour tous, qu'il n'y a pas 800 000 personnes là, dans des banques alimentaires, tu sais, prendre soin de notre monde, tu sais, vraiment à la base en tant que tel. Bien ça, c'est le narratif que je pense que tout parti politique devrait avoir. Fait que, tu sais, pas certain que la CAQ l'a bien représenté non plus, mais ils ont vendu des chèques. Ils ont dit, on va vous donner des chèques. Fait que les gens ont peut-être dit, bien, les chèques, ça peut être une façon d'arriver à ça. Nous autres, on a été peut-être un peu différents sur ce point de vue-là, mais en bout de piste, peu importe quel parti tu veux être, il faut que tu sois capable de parler aux gens des vraies affaires, des affaires qui comptent. Moi, je pense que le Parti libéral, maintenant, là, depuis la relance, depuis les efforts de Madois, André, puis toute la gang, on a été capable de prendre le pouls des militants, comprendre ce qui était important pour notre parti, puis de devenir plus rapidement possible l'alternative crédible, en ayant en tête que les choses importantes, c'est vraiment c'est du concret, là, rien de... C'est sûr qu'il y a une absence quand même remarquée dans les régions. Donc, comment qu'on fait de façon tangible? Que, le Parti libéral du Québec, comment il va accroître sa présence et ses appuis dans les régions? Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faut? Bien, moi, j'avais proposé pas longtemps, en fait, que, en tant que chef, ce que je ferais, c'est que je promènerais notre caucus un peu partout dans toutes les régions du Québec. OK? Parce que c'est important. L'avenir du Québec est dans les régions. L'avenir du Parti libéral du Québec est dans les régions. Faut qu'on se sorte de notre zone de confort montréalaise, je te dirais. C'est un gros enjeu, extrêmement important qu'on le réalise et qu'on le fasse. Puis la réalité sur le terrain, là, dans les régions, les gens, ce qu'ils me disent,
Ils veulent la même affaire que n'importe qui d'autre. Ils veulent être capables de réussir. Ils veulent être capables d'envoyer leurs enfants dans des bonnes écoles. Ils veulent des médecins de famille. Ils veulent du service. Ils veulent que l'économie soit au rendez-vous pour qu'ils puissent améliorer leur train de vie à eux. Ils veulent s'améliorer. Les gens veulent vraiment là, que ça aille bien. Ils ne veulent pas vivre dans le trouble. Là, fait qu'on a besoin d'un développement économique régional. Puis pour moi, ça, c'est important. Puis le Parti libéral a, dans le comité de la relance, mis sur pied une suggestion vraiment intéressante, les pôles de concertation régionaux. Pour moi, là, c'est essentiel que ça soit activé parce que c'est pour et par les gens des régions qui vont décider de leur avenir en fonction de leurs habiletés, de leurs forces dans chacune de ces régions-là. Ils vont avoir un peu de skin in the game. Ils vont être capables de se dire, bon, ben, voici ce que nous autres, on est prêts à mettre dedans. Puis le gouvernement du Québec va pouvoir contribuer dans ce pôle de concertation régionale en donnant un peu d'argent pour que ça se tienne, que ça se fréquente, que les gens se rencontrent et tout, pour que les gens puissent décider par eux-mêmes. Parce que le rôle du gouvernement, là, ce n'est pas de choisir la région gagnante ou le gagnant. Le rôle du gouvernement, c'est de mettre en place des conditions gagnantes pour que tous puissent avoir une chance de gagner. L'avenir du Parti libéral du Québec passe par cette attitude-là de s'assurer que justement, on met en place les conditions gagnantes pour que chacune des régions puisse évidemment gagner. Et il faut être sur le terrain. Donc, c'est ça que de prenez une caucus un peu. Bon, alors avec une réponse aussi complète que ça démontre... Ça a pris 5 minutes, cette réponse-là? Non, c'était très bien. Là. En tout cas, d'un point de vue podcast, c'est parfait. OK. Je suis pas sûr que dans un média traditionnel, tu aurais été en mesure d'apporter autant de détails et de nuances dans ta pensée. J'ai rien contre les médias traditionnels, mais c'est ce qui nous distingue comme podcast. J'aime beaucoup le format. Et alors, écoute, justement, avec une réponse complète comme ça, il y a une certaine greffe là, qui s'est faite effectivement entre le financier des banques et le politicien que tu es devenu. Quand même, je veux dire, tu es dans ton premier mandat de député. Ouais. Ça fait environ 2 ans maintenant que tu es au PLQ activement. Ouais. Tu veux devenir chef de ce parti-là. Ouais. Alors, moi, j'ai 2 questions en une. La première, c'est pourquoi tu veux devenir chef du Parti libéral du Québec? Ouais. Attends, juste une petite parenthèse. Je veux pas une réponse. Je veux pas une réponse carte postale. Là. Je veux que tu me donnes. C'est pourquoi tu veux devenir chef du Parti libéral du Québec et pourquoi tu veux devenir premier ministre du Québec, parce que c'est la finalité aussi. Absolument. Je vais répondre premier ministre par la suite, mais pour être chef du Parti libéral du Québec, la raison principale, c'est que c'est le meilleur véhicule à mes valeurs à moi, là, pour permettre l'actualisation de tous les Québécois. Moi, ça me frustre de voir qu'on n'est pas capable, en tant que société, d'avoir des gains de productivité, d'avoir des avancements dans nos situations économiques, de faire qu'on recule, par exemple, au niveau des temps d'attente, recule en sens qu'on ajoute des heures d'attente dans les hôpitaux, que, tu sais, François Legault parle de PIB par habitant, on s'est amélioré, mais PIB net de l'inflation, on ne s'est pas amélioré. J'aime pas ça quand je vois des politiciens qui nous racontent du n'importe quoi, puis que les médias traditionnels, des fois, ils n'ont pas la critique ou le temps de faire la critique parfaite. Fait que j'adore le podcast en passant pour pouvoir expliquer plus en détail. Pour moi, être chef du Parti libéral, c'est d'être chef de la machine politique la plus solide au Québec qui va être capable de faire un changement, d'amener le Québec ailleurs. Puis, tu sais, je crois que j'ai des bonnes idées. Je suis sincère avec ma volonté de pouvoir amener des bonnes idées à la table. Pour moi, j'ai 59 ans. Là. Pour moi, c'est pas une étape intérimaire dans ma carrière. Pour moi, c'est mon dernier chapitre. Tu sais. Je veux vraiment faire la bonne chose pour m'assurer qu'on aide nos prochaines générations, équité intergénérationnelle, d'aller de l'avant. Pour moi, c'est ça qui m'interpelle. Puis je pense que le Parti libéral, c'est le meilleur véhicule pour le faire, parce que c'est un véhicule qui va rassembler tous les Québécois, vraiment là, tous les Québécois, Puis moi, pourquoi moi, perso, là-dedans, je me vois à l'aise de le faire? C'est parce que j'ai des bonnes idées, je suis sincère dans ma façon de voir l'avenir du Québec, puis de voir que certaines de mes idées vont vraiment contribuer à faire avancer autant le Parti libéral du Québec que le Québec. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question, on n'est pas isolé sur Terre. On n'est pas sur une île au Québec. Okay? On fait partie là, d'une grosse gang en Amérique du Nord, mais on fait partie évidemment du globe. Puis la mentalité qu'on doit avoir, c'est qu'on a
toute la compétition possible alentour de nous qui, eux autres, là, continuent à avancer. Fait que si on veut vraiment se dire comme société, nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, là, c'est que le Québec avance, bien, il faut qu'on mette en place des politiques pour que le Québec avance. Si on souhaite, nous autres, que justement, bien, c'est quoi? On veut zéro gain de productivité, comme la CAQ qui a gagné la Palme d'Or là, pour les 6 dernières années à faire zéro gain en productivité. Si c'est ça le choix de société qu'on a, bien, il faut qu'on accepte les conséquences. Je pense que les gens ne réalisent peut-être pas aujourd'hui c'est quoi les conséquences. Mais si on a des leaders qui ne sont pas capables de faire ces grands chantiers-là, bien, on a un problème pour ce qui est de l'avenir du Québec à long terme. La productivité, c'est comme la chose la plus importante à long terme pour notre économie. C'est comme dire, moi, j'aimerais ça que ma paye augmente. Bien, la seule façon que ta paye va augmenter, c'est que si tu en produis plus, ton patron, il ne te donnera pas une plus grosse paye juste pour tes beaux yeux. Là. Il va te donner une plus grosse paye si tu produis plus. Ça ne veut pas dire automatiquement faire plus d'heures. Ça veut dire mieux travailler, avoir des meilleurs outils, une meilleure technologie, investissement d'entreprise, s'assurer qu'on a une croissance. Puis, tu sais, c'est une game qui est relative, la productivité. Donc, tu sais, nous autres, on peut faire un gain de 0,2 %, mais tu sais, si les États-Unis font un gain de 0,4 %, on a pris du retard. Puis ça se traduit comment? Tout ça, là, ça se traduit comment? Bien, il y a peut-être une dizaine d'années, le dollar canadien, c'était à l'entour de 1,20 $ canadien pour acheter $1 US. Maintenant, c'est 1,39 $, quasiment 1,40 $ canadien pour acheter $1 US. Fait que tous ces microphones-là qu'on a alentour de nous, là, ils vous coûtent 20 cents de plus. Ça n'a l'air de rien, 20 cents. Là. Mais sur tout ce qu'on importe au Québec, okay, c'est notre standard de vie qui baisse parce que ça nous coûte plus cher. Fait que tout ça, c'est important là, pour vraiment envoyer le bateau dans la bonne direction. Je me demandais si tu n'avais pas un lien familial quelconque avec Nicolas Sarkozy. Je t'entendais parler. C'est « travailler plus pour gagner plus ». C'était son slogan à un moment donné. Ah, possible, alors, non. Mais ben, c'était juste une petite joke au passage. Alors, question complémentaire ouais. à la question de... pourquoi chef du Parti libéral du Québec et pourquoi premier ministre. Donc là, je comprends qu'il y a des, comment on appelle ça, des chantiers que tu voudrais mettre en place. Absolument. Et tu as dit aussi que tu avais de bonnes idées. Ouais. Alors, quels sont ces chantiers qui découlent de tes bonnes idées? Je sais que tu en as déjà parlé un petit peu dans les autres médias, mais c'est l'occasion d'en faire part un petit peu avec nous. Bien, avec plaisir. Regarde, une des choses qui distingue des juridictions de d'autres, okay, c'est leur capacité de pouvoir détenir de la propriété intellectuelle. Puis pourquoi? Bien, c'est parce que quand tu détiens la propriété intellectuelle, tu détiens tout ce qui découle de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les revenus qui viennent avec l'utilisation de la propriété intellectuelle. Donc, une des choses que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on soit capable de faire des comparables. Donc, au Québec, on investit à peu près, toutes sources de financement confondues, 1,2 % de notre produit intérieur brut en recherche et développement. Okay? Après ça, il faut prendre cette recherche et développement-là puis faire de l'innovation avec pour faire des applications dans le concret puis donc éventuellement générer des profits pour la société. Mais quand on compare notre 1,2 % d'investissement en recherche et développement contre, par exemple, les Américains qui est à 2,4 %, bien, on se rend compte qu'on investit la moitié moins. Quand on regarde notre position au Québec par rapport à, disons, l'Israël qui est à 3,3 % d'investissement en recherche et développement et qui est maintenant devenu considéré comme la deuxième vallée du silicone là, okay, mondialement, on se dit, bien, Colin, voici une façon de faire pour s'assurer qu'on ait plus de propriété intellectuelle par capita, donc plus d'innovation sur le territoire québécois par capita et s'assurer qu'on devienne donc plus propriétaire de notre économie et non avoir une économie de succursale. Puis je veux revenir sur la filière batterie. C'est beau, la filière batterie. On est pour la filière batterie. Mais ce que le gouvernement de la CAQ a fait, ils nous ont fait rentrer dans la chaîne d'approvisionnement et non dans la chaîne de valeur. Et je m'explique. Les celluliers, les 3 fameux celluliers, le GM, Ford qui est disparu, là, puis Nordvolt, okay, à coût de milliards de dollars, on les subventionne avec nos taxes, nos blocs d'énergie pour faire de l'assemblage de batteries ici. Okay? Mais tabarouette, un jour, ces compagnies-là font de l'argent. L'argent, elle va aller où? À l'extérieur du Québec. Elle ne restera pas au Québec. Les milliards de profits, là, bye-bye, ça s'en va ailleurs. Fait que nous autres, là, on fait quoi dans ce temps-là? Bien, on n'est pas propriétaire.
On est juste une succursale. On est juste dans le supply chain. On est juste, on fait juste partie de la chaîne d'approvisionnement. Fait que toute la valeur ajoutée, toute la propriété intellectuelle est sortie. Pourquoi je dis ça? Ben, parce que la chose que la CAQ aurait dû faire, c'est de prendre son temps pour le faire comme il le faut. Okay? Exécuter le plan que McKinsey leur a donné avec plus d'intelligence québécoise, en ce qui me concerne. Puis ça aurait voulu dire quoi? La technologie qui est la plus populaire aujourd'hui dans les batteries, c'est la technologie que Hydro-Québec a mis sur place. À l'époque, Hydro-Québec a fait les batteries fer, phosphate, lithium, qui est la technologie solide. Okay? Cette technologie-là, elle a été faite parce que Hydro-Québec cherchait à faire du storage d'électricité. Il ne l'avait pas customisé pour faire des batteries de char. Okay? C'était des batteries, là, des grosses méga batteries. Mais la propriété intellectuelle est là. Les Chinois, ils ont copié le modèle. Là. Fait que nous, on a la technologie. On a des WSP, des Atkin-Resalis, des Pomerleau. On aurait pu se faire un consortium à nous. Notre cellulier là, québécois, notre fierté, notre maître chez nous 2.0. Là. On aurait pu faire ça si on avait voulu. Puis ça, là, ça aurait été plus que juste prendre le rapport de McKinsey, là, que la CAQ a payé des millions de dollars pour, qui était, by the way, le même rapport qu'ils ont donné à Biden. Okay? Le même rapport qu'ils ont donné à Macron. Ils ont juste mis des bleuets puis du sirop d'érable. Voici la façon québécoise de le faire. Là, okay? Mais en bout de piste, si la CAQ avait été smart, il serait reculé. Il aurait dit, OK, comment qu'on peut vraiment être propriétaire de ça, all the way, là? Bien, ça aurait été de faire ce que je viens de dire. Bien, ils ont fait l'inverse. Fait qu'au lieu d'être dans la value chain, dans la chaîne de valeur, on est rentré dans le supply chain, la chaîne d'approvisionnement. C'est correct. C'est mieux que pas. Puis oui, je suis d'accord, puis je suis pour la filière batterie. Mais tabarouette, on en a manqué une belle. Je veux juste peut-être une question sur ce que vous dites. Est-ce que le Québec a la capacité financière de se permettre de faire ce type d'investissement en recherche? Tu sais, le 1,2%. Est-ce qu'on a la capacité d'aller à 2 ou à 2,5? Oui, on l'a parce que c'est quoi? C'est de l'investissement à long terme. C'est important puis encore une fois, ça revient dans le même mindset. Tu vas me trouver plate, c'est le dénominateur commun qui revient, équité intergénérationnelle. On se doit de le faire. Parce que si on ne le fait pas, on prend du retard. Fait que c'est pas une question de on a-t-il moyen ou pas. On n'a comme pas le choix de le faire. Parce que si on ne le fait pas, on va continuer à prendre du retard. Puis si on continue à prendre du retard, bien, c'est le standard de vie de nos enfants qui va être affecté par ça. Fait que c'est une priorité. On n'a il n'y a aucune autre alternative. À moins que tout le reste du monde s'écroule alentour de nous, puis nous, on reste intact, ce qui serait comme impossible. Là. Alors, j'aime beaucoup la question que George vient de poser parce qu'elle fait parfaitement le lien avec là où on va aller aussi s'en aller, c'est les finances publiques. Oui. Le Parti libéral du Québec a souvent, c'est souvent enorgueilli du fait que il a été le parti de l'économie, était le parti de la saine gestion des finances publiques. Ouais. Et là, évidemment, le PLQ est dans l'opposition. Ouais. Il y a la CAQ qui est au pouvoir. Ouais. Et il y a surtout un chiffre. Ouais. 11 milliards. Hey, on l'aurait pu coordonner mieux que ça. Hein? Ça 11 milliards de déficit. Ouais. Puis, de toute évidence, un parti qui est à l'opposition officielle et qui aspire gouverner va... En tout cas, un parti libéral, logiquement, de par son histoire et son positionnement naturel, va vouloir résorber ce déficit-là. Absolument. Comment est-ce que tu penses qu'on peut y arriver? Bien, c'est une équation. Okay? Il y a plusieurs variables, mais c'est une équation. Tu as des dépenses, puis tu as des revenus, puis le net des deux doit donner 0. Objectivement, c'est ça qui est la théorie. Donc, moi, ce que j'ai trouvé vraiment ahurissant, c'est que pour la première fois en 6 ans, après nous avoir déposé un déficit record surprise, parce que 3 mois avant, c'était juste 4 milliards. Bien, c'était quand même gros, là, mais c'était juste 4 milliards là, en novembre 2023. Puis en mars 2024, c'était 11 milliards. OK? Mais, tu sais, ce qu'il faut qu'ils fassent, là, c'est que, en fait, ce qu'ils ont dit, ce qui était hallucinant, c'est qu'ils ont dit, bien, on va commencer maintenant à regarder nos dépenses pour s'assurer qu'elles sont bien faites, optimales, puis qu'on est responsable avec l'argent des Québécois. Allô? Ça fait 6 ans que tu es au pouvoir. Puis là, tu viens de dire à tout le monde que tu n'as jamais rien fait de ça, puis qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à regarder tes dépenses.
Tu sais, c'est des marins en cavale. Là. Ils ont dépensé là, des milliards de dollars là, en chèques électoralistes. Il y avait un programme XYZ, t'as mal à la tête, 400 millions. Tu sais, c'était comme, il y avait juste le réflexe de dépenser. Puis à chaque fois qu'on pose une question au Salon Bleu, maintenant Salon Rouge, ils nous répondent tout le temps, on a doublé ci, on a doublé ça, on a mis plus d'argent ici, on a mis plus d'argent là. Mais est-ce que c'est efficace? Les Québécois vont te le dire, là. Non. Parce que les services ne sont pas au rendez-vous. Manque de profs, manque de médecins, temps d'attente qui augmente. Je veux dire, tu sais, ça a implosé. Fait qu'ils ont juste garoché du cash sans penser dans l'exécution du programme sous-jacent. Puis ça a donné les résultats que ça a donné. Fait que, donc, pour revenir à ta question, je faisais le point qu'il n'avait jamais pensé même être responsable de façon annuelle puis faire un examen des dépenses. Première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on est, responsable fiduciaire de l'argent des Québécois. Donc, on doit faire un examen récurrent. Bonne année ou mauvaise année? Parce qu'il y a peut-être des programmes qui sont moins pertinents. Peu importe que tu sois dans une bonne ou une mauvaise année. S'il n'est pas bon le programme, là, ben on scrape et on met l'argent ailleurs. Donc, s'assurer que les dépenses sont bien contrôlées. Puis après ça, ben, c'est l'économie de l'avenir, les revenus. Oui. Alors toujours dans le même sens de la question, il y a beaucoup de Québécois, quand ils pensent à l'assainissement des finances publiques, pensent à l'époque Couillard. Qui a dégagé 7 milliards de surplus. À la fin. Mais il y a beaucoup de Québécois, puis là, sans jugement de valeur aucun là-dessus, qui considèrent que on a coupé en fou aussi et que ça a fait mal. Même que Carlos Letao, qui je pense est avec toi dans ta campagne. Carlos, Kathleen Bell, les deux sont dans mon équipe, effectivement. Oui, mais l'économiste, c'est Carlos. Exact. Carlos qui a été l'architecte des budgets équilibrés, il a aussi fait un peu une sorte d'acte de contrition. Il a dit peut-être qu'on l'aurait fait un peu différemment. Là, est-ce que tu n'as pas le souci peut-être que de tomber un petit peu dans cette perception-là, qu'on arriverait à un équilibre budgétaire avec peut-être, je sais pas, là, en procédant à des... Je comprends la question, puis tu sais, il faut qu'on soit clair sur une chose, OK? Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on dépense quand c'est fait de façon intelligente. OK? Quand on en a pour notre argent. Si c'est pas pertinent, c'est là que j'ai un enjeu. Fait que la façon que la CAQ a agi dans les 7 dernières années, c'est pas pertinent. Ils ont dépensé, là, comme je disais souvent, comme des marins en cavale de façon inutile. Et ils ont creusé le trou où est-ce qu'on est rendu. Mais là, maintenant, il faut qu'on le règle, ce problème-là. Puis je pense que la façon que ça a été fait de par le passé, puis tu sais, Carlos a quand même fait une job, parce qu'il faut qu'on se rappelle, mettons de tout dans le contexte, tu sais, il y avait les péquistes avant, là, OK, qui ont eu un intermède de 18 mois, qui ont réussi dans ces 18 mois-là de nous mettre tellement dans le trou que les agences de crédit, OK, nous ont presque décotés. Fait qu'on est arrivé, là, on était devant le précipice, puis il n'y avait pas de choix à faire. Fait que là, ils ont fait quelque chose. Puis tu sais, c'était comme construire l'avion quand tu le pilotes, dans le sens que qu'est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne, pour pas qu'on soit décoté, puis que là, on passe de, tu sais, je sais pas moi, 10 milliards de frais d'intérêt par année à 15 milliards de frais d'intérêt par année. Ou est-ce que c'est de l'argent que tu ne peux pas mettre dans les services, là, fait qu'il faut être intelligent. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens du bord à l'époque. Ça a donné ce que ça a donné. Ça a-tu fait mal? Oui, ça a fait mal, mais on a appris maintenant. Fait que maintenant qu'on comprend comment ça se gère, tout ça, on ne refera pas les mêmes erreurs. T'sais, les personnes qui répètent et qui refont les mêmes erreurs, à un moment donné, il faut peut-être penser qu'ils ne sont peut-être pas à la bonne place. Juste un petit élément, juste parce qu'on essaye d'amener un peu de piment puis un peu de sourire dans l'échange. Carlos Letao est avec toi dans ta campagne. Puis là, il y a Martin Coiteux avec Pablo Rodriguez. C'était pourtant un duo de choc qui avait permis le retour à l'équilibre budgétaire puis de dégager les surplus qu'on connaît.
Alors, lequel des deux est le plus pertinent et le plus, efficace? Je pense que les deux bonhommes sont super sympas, puis ils ont vraiment travaillé fort. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait comme énergie, tu sais. Puis qu'ils soient avec Pablo, tu sais, je veux dire, pour moi, ça me dérange pas, dans le sens que, tu sais, je trouve ça juste le fun que les gens reviennent puis qu'ils s'impliquent dans la course à l'échafaudage à la base, tu sais. C'est bon. Mais tu sais, pour revenir sur la question d'avant, c'est important de se rendre compte que aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes conditions qu'avant. Malgré que c'est un gros chiffre, c'est un chiffre record, OK? Faut être pertinent dans nos dépenses, puis de le dire au budget qu'à partir d'aujourd'hui, on va regarder nos dépenses, c'est juste une preuve comme quoi que le gouvernement a été irresponsable. Maintenant, comment on va résorber ce trou-là de 11 milliards? Il faut faire un examen des dépenses, des crédits, par exemple. Tu sais, il a coupé dans les vidéos, les maisons de production de vidéos, etc. C'est une place parmi tant d'autres. Il y a d'autres crédits là, qui auraient pu être regardés. Puis on va voir, il va faire sa mise à jour économique dans une semaine ou deux. Là. Donc, on aura plus de couleurs à savoir quel moyen il va vouloir utiliser. Mais l'autre côté de l'équation, c'est les revenus. Puis les revenus, c'est quoi? C'est la croissance économique, c'est l'économie du Québec. Donc, elle doit être au rendez-vous. Puis comment qu'on fait pour faire croître les revenus de l'État? Bien, on fait croître l'économie, on fait croître nos entreprises. Puis il y a aussi peut-être d'autres façons qu'on pourrait être smart sur comment qu'on gère les actifs de l'État pour qu'on ait plus de revenus avec ces actifs-là. Fait qu'il y a un paquet de trucs là, qui peuvent être faits pour faire croître ça sans taxer les Québécois parce qu'on n'a pas de place pour taxer les Québécois encore plus. Puis idéalement, on atteint l'objectif de l'équilibre budgétaire sous peu, de 3 ans, maximum 3-4 ans. Le problème, je pense, en politique, c'est que on n'est pas dans un contexte corporatif où il y a quelqu'un qui va rentrer avec des données puis des faits, puis il va dire, bon, ça marche pas, out, ça marche, on l'ajoute, ça marche pas. C'est un peu difficile une fois que les citoyens s'habituent à un service quelconque, de se dire 4 ans plus tard que, bon, ça, on le retire. Ouais. La décision est, je pense, beaucoup plus difficile quand tu es au service du public de dire on coupe ça que dans un contexte plus corporatif où c'est du common sense et les gens comprennent. Tandis qu'en politique, c'est un peu différent. Je comprends, Georges, mais tu sais, en bout de piste, là, on peut pas redistribuer ce qu'on n'a pas. Non, je sais. Fait qu'il faut que l'économie soit au rendez-vous. Il faut qu'on puisse faire croître notre économie. Il faut qu'on puisse être dans une économie de propriétaires qui gagne, une économie de l'avenir qui va gagner, qui va faire que les Québécois vont être gagnants, qu'on va avoir plus de revenus pour se payer ces services-là. Tu sais, je ne te dis pas que la transition va se faire en 2 minutes. Là. Ça va prendre du temps, mais c'est une attitude qu'on doit avoir, de se dire on va gagner ensemble. Ensemble, on va faire que le Québec là, va avoir plus de revenus. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir à long terme, et ce, de façon soutenable, des bons services de l'État. Mais on ne peut pas redistribuer ce qu'on n'a pas. Puis ça, on s'en va directement dans un mur actuellement, avec la CAQ. Là. Puis bravo, puis tu sais, j'ai taquiné ça dans un tweet à un moment donné, tu sais, le king du déficit. Savez-vous, est-ce qu'il a appris à calculer? Bien, il a appris à calculer au PQ quand on les a mis quasiment dans la dèche. Puis tu sais, fait que je les ai tous mis dans le même sac, mais le point que je veux dire, c'est d'être irresponsable. Autant le PQ que la CAQ ont été irresponsables et ils l'ont démontré qu'ils ont été irresponsables avec les finances publiques du Québec. Puis le Parti libéral du Québec a peut-être une période difficile, comme on l'a dit tantôt, mais on a appris, puis on a été responsable. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas donné dans les 6 dernières années un 30 milliards de plus de charges d'intérêt aux banquiers parce qu'on a bien géré les finances publiques. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup de sous, le 30 milliards sur 6 ans. Là. Je vais amener la discussion un peu sur le volet idéologique. Oui. Et on a commencé la discussion avec les régions, puis un peu le contraste qui existe avec les grandes villes, évidemment Montréal. Et on s'entend que la grande base du Parti libéral du Québec, c'est la ville de Montréal. Mais on voit dernièrement, surtout avec la montée de la CAQ, et moi, je maintiens... La baisse de la CAQ, tu veux dire? Non, l'arrivée de la CAQ au pouvoir, là. Moi, je maintiens que, en grande partie, c'est un aspect idéologique qui a fait en sorte que ça a amené leur succès, tu sais, tout le volet nationaliste, etc. Et quand on rentre dans ce volet-là,
oui, il y a un contraste entre Montréal et les régions, mais il y a aussi un contraste entre les idéologies. On peut parler, par exemple, du nationalisme à Montréal et dans les régions. Et je veux vous amener parce que vous êtes un des dissidents un peu du caucus sur la question des écoles religieuses. Je sais que M. Tanguay a essayé un peu de vous calmer, mais c'est important d'en discuter parce que il y a quelque chose qui se passe, il y a un incident, c'est grave, et on voit un peu la division dans le caucus, et je suis presque sûr et certain que s'il y avait plus de députés dans le caucus libéral dans les régions, ça serait encore plus prononcé, cette division-là. Ouais. Donc, je veux juste piquer un peu votre... En fait, je dis oui, mais je sais pas, là, parce que c'est hypothétique. Là, mais tu sais, je comprends où est-ce que tu vas aller, Georges. C'est-à-dire que je veux dire qu'à un moment donné, il va falloir ramener un peu le Parti libéral dans son domaine un peu plus idéologique. C'est bon, l'économie et tout ça. Puis moi, je pense que c'est l'affaire la plus importante. Ouais. Mais en même temps, on parlait des 7 valeurs du Parti libéral, etc. Il va falloir un peu ramener les gens autour de ce qui fait le Parti libéral. Le Parti libéral, et on sait, d'après ce qu'on aperçoit les 6 dernières années, qu'il y a une séparation entre Montréal et les régions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on bridge ce gap-là? Bien, les raisons pour lesquelles on n'est pas populaire en région, il y en a peut-être eu quelques-unes, mais je te dirais que la prémisse de base, c'est quand on est absent des régions, on ne peut pas gagner. Fait qu'il faut être présent sur le terrain. À la base, ça, c'est une formule mathématique 101. Là, on n'a pas le choix que d'aller sur le terrain. Fait qu'il y a cet aspect-là de l'équation. Okay? Je comprends où est-ce que tu veux aller avec la doctrine, mais il y a l'aspect aussi de terrain qui est important, puis ça, il faut le faire pour reconnecter avec l'électorat. Puis ça, il n'y a pas d'autre façon que d'être là une poignée de main à la fois. Là, puis là, maintenant, ben, pour revenir sur la doctrine, je veux dire, les droits et libertés, les libertés individuelles, je veux dire, ça, il faut respecter ça. Puis je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Parce que tu sais, tu peux regarder la situation avec une sorte de lentille, puis dire, OK, je suis correct, je comprends la situation, pour moi, c'est important, la liberté de choix, puis etc. Mais tu sais, la liberté, tu es libre ou tu n'es pas libre. Fait que tu sais, tu peux pas avoir un semi-empiètement dans tes choix personnels, puis de dire, ben OK, c'est un gouvernement qui est presque libre, mais c'est pas vraiment un gouvernement libre. Tu sais, fait que tu n'as pas le choix. Les gens, est-ce qu'ils ont l'impression que le Parti libéral a été à leur écoute dans les dernières années? Je pense que dans les 2 dernières années, plus qu'avant. Mais on a eu comme les dernières années au pouvoir où est-ce qu'on l'était moins, puis on a eu cette transition-là où est-ce qu'on était à l'opposition de 2018, disons, à 2022, ce qui était couvert dans le COVID, etc., donc encore plus absent. Puis, tu sais, il y avait un vacuum d'attention médiatique vers le gouvernement, ce qui est normal en situation de crise. Donc, on était absent dans la tête des gens. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour ce qui est de la doctrine, je pense que, tu sais, on est libéraux, là, tu sais. Pour moi, c'est important que les gens puissent avoir la liberté d'envoyer leurs enfants dans l'école de leur choix. Tu sais, c'est comme, je pense que ça, c'est essentiel. On a une liberté de conscience, on a une liberté de religion, tu as la liberté de faire le sport que tu veux, tu as la liberté de, comme, faut qu'on respecte les règles. Il faut être ferme sur les règles, il faut être ferme sur les lois, mais il faut vraiment s'assurer que les Québécois restent libres comme individus. Puis pour moi, c'est essentiel. Alors, effectivement, les libertés sont à la base du libéralisme, puis Parti libéral du Québec, ben, il y a le mot libéral. Donc, c'est certain que si le PLQ veut continuer de représenter ce qu'il a toujours été et la philosophie sur laquelle il se repose, ben c'est certain qu'il doit épouser le libéralisme. Cela dit, le libéralisme, ça ne veut effectivement pas dire, tu l'as bien exprimé, Frédéric, ça ne veut pas dire un bar ouvert. On s'entend. Mais justement, exactement. Alors, si ce n'est pas un bar ouvert, ça veut dire qu'il y a certaines libertés qui sont fondamentales versus celles qui ne sont pas fondamentales. Et généralement, les libertés fondamentales, tu l'as bien dit, celles de conscience et de religion, où les gens n'ont pas à devoir s'effacer. Donc, par exemple, je l'ai dit sur ce podcast à plusieurs reprises, y compris avec le ministre Drainville il y a quelques jours. Moi, j'étais par exemple personnellement
contre la loi 21. La loi 21 est une loi discriminatoire. Enfin, en tout cas, il y a des dispositions dans cette loi qui sont discriminatoires. On est pour la laïcité. Mais exactement. Cela dit, être contre la loi 21, qui est discriminatoire, et c'est pas juste moi qui le dis, c'est la Cour supérieure, et ça, contrairement au reste, n'a pas été, enlevé par la Cour d'appel par la suite. Exact. Donc, cela dit, on peut être contre la discrimination et pour la laïcité de manière ferme. Absolument, parce que, tu sais, la laïcité, en passant, là, c'est pas la laïcité obligatoire des citoyens. On est pour la laïcité de l'État. Alors justement, c'est là que je m'en allais. Et puis, c'est que, tu sais, moi, je suis très sensible aux questions de liberté. Puis, puis comme toi, effectivement, il faut être en mesure de donner le choix aux gens. Exact. Mais il n'existe pas de liberté fondamentale ou de droit fondamental qui dit « mon gouvernement doit financer l'école privée confessionnelle dans laquelle j'ai envie d'envoyer mes enfants ». Ça n'existe pas, ça. Par contre, ce qui se passe en ce moment, c'est un gouvernement du Québec, peu importe qui est à sa tête, les libéraux étaient là il n'y a pas si longtemps, qui finance des écoles privées confessionnelles et qui, par le fait même, finance un certain type de discrimination, notamment l'égalité homme-femme, parce qu'il y a des écoles, tu le disais un peu plus tôt. Là, on ne fait pas un amalgame, parce que je pense que tu fais un amalgame. Non, mais laisse-moi terminer, puis je vais te laisser t'exprimer là-dessus. L'égalité homme-femme, parce que il y a des écoles, effectivement, où on accueille que des hommes, que des garçons. Si tu parles de Bedford, c'est 100% public. Là, je parle pas de Bedford, je parle des écoles privées. Donc, privées confessionnelles. Ouais. Donc, il y en a certaines qui reçoivent que des garçons ou que des filles. Donc déjà, l'égalité homme-femme, là, ça prend le bord, en partant. Puis par la suite, il y a le fait que, par exemple, on puisse pas... Je veux dire, admettons, un Québécois de confession juive pourrait pas s'inscrire dans une école de confession musulmane parce que, par définition, une école musulmane est pour les musulmans, une école juive est faite pour les juifs, catholique pour les catholiques, etc. Donc, il y a une sorte de discrimination là-dedans. Et c'est avec des fonds publics qu'on finance cette discrimination-là. Puis on le voit maintenant avec même les CPE, hein, ça vient de sortir dans les médias, où ils sont très sélectifs. Avec là, il y a beaucoup d'ingrédients dans ta question. Là, on va essayer de mettre de l'ordre pour que je puisse être capable de te répondre clairement. Oui, vas-y, exactement. OK. Donc, premièrement, OK, toute l'histoire du financement des écoles privées, là, okay, c'est arrivé à cause de ce qui s'est passé à Bedford. Le PQ a mis une motion dans le Salon Rouge, pour dire que c'est pas cool ce qui se passe à Bedford, puis c'est la faute du financement. Fait que ça, c'est un amalgame parce que c'est deux sujets totalement différents. Je suis d'accord, okay? mais je fais la différence. Bedford, là, okay, c'est 100% public. Okay? Puis la mère de poignée, pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas fait sa job. 100%. Okay? Fait que si le gouvernement faisait sa job, la laïcité là, de l'État aurait été bel et bien exécutée comme il le faut. Fait que selon moi, ça, c'est l'enjeu numéro 1, c'est que le gouvernement n'a pas été responsable. Deuxièmement, quand tu donnes 60%, parce que dans le privé, c'est ce qui arrive, quand tu donnes 60% du financement, c'est pourquoi? Pour t'assurer que le cursus scolaire soit livré à tous les étudiants. Et que nos règles québécoises, notre façon de faire québécoise, respect homme-femme, soit aussi respectée. Si ce n'est pas le cas, bien là, il y a un enjeu. Puis quand il y a un enjeu, à ce moment-là, ben là, il y a une intervention du ministère qui doit être faite. Fait que s'il n'y a pas le respect homme-femme, c'est un enjeu. Moi, pour moi, ça, c'est clair. Donc, moi, je suis pour le financement des écoles privées pour qu'on puisse aider ces écoles-là à accommoder les gens. Okay? Puis, je suis pour le financement des écoles publiques à 100%. Pas de problème avec ça. C'est comme, that's fine. Mais il faut qu'on respecte nos règles, notre façon d'être québécoise. Donc, d'avoir l'égalité homme-femme, c'est primordial. Fait que si ça n'existe pas, bien, l'école, elle est fautive. La direction de l'école, elle est fautive. C'est ça qui est... Donc, une école privée confessionnelle juste pour les garçons ou juste pour les filles, c'est pas tolérable. Bien, ça, encore là, c'est un choix. Dans le sens que, si supposons que l'école, elle est entièrement que pour les garçons, ben, tu sais, ils peuvent
des gens qui décident d'envoyer leurs enfants là, c'est correct, il n'y a pas de discrimination dans l'école en tant que telle. Tu sais, la réalité, c'est que dans l'école en tant que telle, c'est un choix. Mais tu sais, regarde, il y a des écoles qui... Il y a des... qui ont des pensées, je me souviens plus c'est quoi le nom de l'école, Waldorf, je pense, qui pour eux autres, là, c'est associé à l'astrologie, ou je me souviens plus exactement quoi. Il y en a 2 écoles Waldorf, là. Elles sont financées. OK? Mais, tu sais, tu vas-tu dire, je ne veux pas les financer eux autres, ou je vais les financer eux autres, mais je ne veux pas financer une école catholique, ou je ne veux pas financer une école juive ou une école orthodoxe. Oui, mais c'est pas une question de laïcité, ça en rapport avec la religion. Mais c'est des croyances, là, quand même, là, tu sais. Je veux dire, c'est une façon de vivre, etc. Fait que moi, je pense que si on peut laisser aux parents le choix d'envoyer leurs enfants dans l'école de leur choix, ça, c'est la prémisse de base, selon moi. Puis, tu sais, ça doit respecter le cursus scolaire, puis ça doit respecter nos valeurs québécoises. Puis là, à partir de là, ce qui n'est pas là, ce qui n'est pas à l'intérieur de ça, bien, on a un enjeu. Le sujet, je ne pense pas que il devient délicat quand on parle en regardant votre argument, qu'on doit laisser le choix aux parents de décider. Ça, c'est sûr, certain, c'est 100%. On est tous d'accord. Je pense que le sujet devient délicat là où Salim dit que le gouvernement est en train de financer une situation où, comme tu le dis, on ne peut pas permettre de ne pas être sur la même page vis-à-vis nos valeurs et ce qu'on pense, liberté homme-femme, etc. Donc, l'exemple de l'école religieuse privée, subventionnée évidemment, où il y a juste des garçons ou juste des filles, oui, d'un côté, on comprend que c'est la liberté des parents d'envoyer leurs enfants là-bas, mais du côté du gouvernement, puis ça, on ne blâme pas ça, c'est leur culture, on le respecte, c'est leur droit. Mais maintenant, du côté du gouvernement, comment est-ce qu'on peut justifier que l'argent soit donné à des écoles de même quand, de ton côté, ton argument, tu dis qu'il faut respecter les droits et les libertés individuelles? Parce que sinon, c'est discriminatoire. C'est ça l'enjeu. C'est que si on commence à dire, OK, ce genre d'école-là, là, on leur donne pas d'argent, là, puis là, on donne l'argent à d'autres écoles qui, par exemple, eux autres pensent que c'est les astres dans le ciel qui fait que les gens sur Terre sont mieux, là, whatever. Là. C'est discriminatoire. Fait que, tu sais, on doit quand même être conséquent. Puis, en bout de piste, les gens qui veulent envoyer leurs enfants dans des écoles qui pensent que les astres ont... C'est pas ce que moi j'aurais fait pour mes enfants, mais c'est un choix personnel. Non, je comprends, mais le problème, je pense, c'est pas là. On n'est pas en train de dire aux parents, vous pouvez pas envoyer vos enfants là-bas ou vous devez les envoyer. Ça, c'est votre choix, on le respecte. Mais encore, c'est du côté politique d'être en charge d'un gouvernement qui finance une institution qui clairement va à l'encontre des valeurs de la société québécoise ou tout le monde. Mais si c'est le cas, si ça va à l'encontre des valeurs québécoises, ça marche pas, là. Fait que pour moi, c'est... Mais c'est pour ça qu'il y a un enjeu, toute la question du financement. Il faut les identifier, il faut savoir c'est lesquels qui ne sont pas en train de suivre les règles, etc. Mais honnêtement, la très grande majorité des écoles juives respectent les règles, les écoles musulmanes respectent les règles, les écoles catholiques respectent les règles. S'il y a quelques cas qui sont spéciaux, eux autres doivent avoir une mise à jour, disons, pour être sûr qu'ils respectent les règles. Ça, c'est important, selon moi. Mais tu sais... il y a tout l'enjeu de l'accessibilité. Si quelqu'un est, par exemple, d'une confession religieuse X, okay, puis veut envoyer ses enfants à cette école-là, qui est de confession religieuse X, puis que ça coûte 40% aux parents de l'envoyer là, okay? Puis il y en a, c'est pas tous des gens qui ont comme full cash, là, c'est des gens qui peut-être, c'est à la limite de ce qu'ils peuvent payer. Puis là, on déciderait de leur enlever le financement à ces gens-là. Ça devient discriminatoire parce que là, du jour au lendemain, ces parents-là ne pourront pas envoyer leur enfant dans l'école de leur choix, dans l'école qui va représenter leur croyance. Puis à partir de ce moment-là, c'est là où est-ce qu'on dit, on veut que tout le monde, finalement, soit dans le même moule. On n'est pas comme ça, on est libre. Tu sais, quand je disais tantôt, c'est l'État qu'on veut qu'il soit laïque, c'est pas les individus. Puis ça, c'est la liberté de choix, la liberté de conscience. Puis si on ne respecte pas ça, on commence à descendre dans une route qui s'en va vers... Là, finalement, le caucus du Parti libéral du Québec, est-ce qu'il appuie toujours la motion ou non? Qu'est-ce qui arrive? Parce que c'est un point de dérogation. Ce qui s'est dit dans le caucus reste dans le caucus.
Tu m'auras pas avec celle-là. What happens in Vegas stays in Vegas. Bon, alors c'est parfait. Alors on va retenir de ce bout de discussion-là que toi tu mises donc sur la liberté de choix des personnes. On va passer à un autre sujet. Écoute, il y a eu un conseil général à Lévis. Tout un conseil général. Un conseil général. Puis, écoute, avant de parler du contenu, parce qu'il y a eu du contenu intéressant qui s'est fait, tout est arrivé avec un lapin à l'extérieur. Tu l'as sorti de ton chapeau. Tu parles de mon développement économique pour la grande région de la capitale nationale? Oui, celui-là peut-être aussi. Non, mais je n'attendais pas nécessairement en termes de timing que tu prennes position sur le troisième lien. J'adore la question, j'adore le podcast pour l'expliquer. Merci, parce que ce que j'ai à expliquer, ça prend plus que 7 secondes. J'avertis tout le monde, là, ça va être un peu plus long. Voilà, alors vas-y. Alors, t'as la parole. J'ai pas besoin de poser de questions. Donc, on est tous au courant des balbutiements du gouvernement actuel à propos du troisième lien. Le dernier argument là, pour le justifier selon la CAQ, c'est un argument bidon en ce qui me concerne. On ne peut pas justifier mettre un troisième lien seulement avec l'insécurité économique ou la sécurité économique. Parce que quand on fait ça, on dit « OK, correct, si c'est vrai, ben on aurait 2 ponts Champlain, on aurait 2 hôpitaux, on aurait 2 écoles au cas qu'il y en a une qui brûle. » Tu sais, c'est comme, cet argumentaire-là ne tient pas la route. OK? Donc, quelles sont les lentilles à porter quand on parle du développement économique vraiment à long terme? Mais il ne faut pas se dire c'est juste que pour le prochain cycle électoraliste. Il faut se dire c'est une vision de long terme, sur une période de 100 ans. Fait que moi, ce que j'ai en tête, c'est une vision de développement pour la capitale nationale pour les 100 prochaines années. C'est dynamique ce qui se passe à Lévis, c'est dynamique ce qui se passe à Québec. Une croissance de plus de 30 %, puis ça, c'est une étude de l'Institut de statistique du Québec qui disait que d'ici 2050, donc dans 25 ans, la population allait croître de 30 %. Mais ça, ils ont fait ça il y a 2 ans, avant les contrats que la Devise a gagnés. Là, il y a une vague de monde qui arrive à Lévis pour la Devise. C'est en explosion la croissance économique qui se passe actuellement là-bas. Fait que pour moi, c'est essentiel qu'on mette un troisième lien qui relie Lévis, la rive sud à la rive nord, pour le développement économique à long terme. Mais moi, je veux qu'on le fasse de façon intelligente. Je ne veux pas qu'on le justifie de façon tout croche. Je vais le justifier avec les vraies raisons, c'est-à-dire développement économique, puis comment ça va coûter est extrêmement important dans l'équation. Moi, je veux que ça soit le moins cher possible pour tous les Québécois. Versus, tu sais, comme faire un tunnel à la CAQ ou peu importe. Tu sais, c'est comme, honnêtement, là, respectons la capacité de payer des Québécois. Puis pour respecter la capacité de payer des Québécois, mon idée, c'est de faire le partenariat public-privé, comme la 25. Alors, OK? Justement, ben ça, c'est très intéressant parce qu'on ne peut pas parler d'un projet d'infrastructure de cette envergure-là sans effectivement le lier à une question de financement et de finances publiques et de capacité. Exact. Là, toi, dans ton plan pour la grande région de la capitale nationale, j'imagine que tu inclus bien sûr la rive sud de Québec, oui. etc. Donc, juste corrige-moi si je me trompe. Toi, tu es pour le troisième lien. On ne sait pas combien ça coûte, ça? Ben, ça dépend. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites. On a parlé 10, 15, je ne sais plus. Là. Si c'est un tunnel avec un tube seulement versus 2 tubes, whatever. Tout le monde est mélangé. Écoute, mais la réalité, là, c'est qu'un partenariat public-privé là, versus juste le gouvernement, c'est qu'un partenariat public-privé, ça réduit la facture. Pourquoi? Parce que tu as un partenaire privé qui vient mettre du cash dans l'équation. C'est sûr que ça va coûter moins cher. Non, je comprends. Alors, admettons, là, on parlait de, je sais pas, on disait 10 à 15, disons 12. Là, c'est sûr que... Je pense pas que ça va coûter 12 millions. 12 milliards. Non, si c'était 12 millions, ça serait déjà fait. Mais, non, mais c'est plus... Je pense que les gens parlent d'une enveloppe alentour de 4, là, mais tu sais... 4? OK. Mais en tout cas, regardez, moi, j'y connais rien, donc je vais pas essayer de m'improviser ingénieur en je sais pas quoi, là, mais c'est quand même beaucoup d'argent. C'est pour ça que je parle d'un partenariat public-privé. Et là, il y a aussi, j'imagine, un tramway à Québec. Est-ce que... Parce que là, à Québec, il y a des gens qui sont pour le troisième lien, pas pour le tramway, pour le tramway, pas pour le troisième lien. Es-tu pour les deux? Juste finir sur le pont, oui. Puis partiellement pour la deuxième réponse, oui. Là, okay, ou pour la deuxième question, je suis partiellement pour. Là, je vais te l'expliquer. Mais pour le pont, il faut comprendre que moi, toute ma carrière, j'ai travaillé donc, dans les marchés des capitaux. J'en ai vu des projets d'infrastructure
partenariat public-privé. On a un ici à Montréal pour Terrebonne-Laval, qui est le pont de la 25, okay, qui fonctionne très bien, okay, que les gens le prennent, puis c'est parfait comme service. Hein? Fait que ça, on est capable de le faire au Québec. Mais j'en ai vu à travers le monde. Fait que le point que je veux dire ici, c'est pas est-ce que ça va être difficile de se trouver un partenaire financier pour faire ce troisième? La question, c'est pas ça. C'est combien d'offres on va recevoir sur la table. Parce qu'il y a tellement plus de cash que de projets. Moi, j'ai travaillé avec des gens là, qui ont vu des projets d'infrastructure financés par le fonds de retraite de la Californie, CalPERS, Teachers, de Macquarie Capital. J'ai vu du cash arriver là, en vague pour faire des projets d'investissement en PPP à travers le monde. Et ça existe encore. La demande est encore là. Donc, ce n'est pas une question si c'est possible ou pas. La question, c'est combien d'offres qu'on va avoir sur la table. Fait que moi, je te le dis, là, un troisième lien entre Lévis et Québec, c'est faisable avec un PPP. Ça va respecter la capacité de payer des Québécois. Ça va être un véhicule de développement économique pour la grande région de la capitale nationale. Puis, je ne le fais pas pour le prochain cycle électoraliste. Je le fais pour 100 ans. Parce que, honnêtement, là, dans 100 ans, on ne sait pas, mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir une croissance significative. Ça va être justifié. Puis il n'y aura pas, tu sais, les voitures, on va toutes être électriques éventuellement. Ce n'est pas une question de GES. C'est vraiment une question de développement économique à long terme. Puis une capitale nationale doit être quand même bien structurée. Puis là, pour ce qui est du métro, du tramway. Moi, je considère que le tracé actuellement, il n'est peut-être pas optimal étant donné les pôles de développement actuels, OK? Puis et aussi les pôles de développement futurs. Fait que, tu sais, on devrait regarder le tracé comme ils l'ont proposé avec les pôles futurs aussi de développement de la grande région de Québec. Puis en ce qui me concerne, bien, ces pôles-là, ils n'ont pas été bien représentés. Là, actuellement, ce qu'ils disent, on va mettre des autobus pour partir de la couronne nord pour aller vers le tramway. Bien, les autobus, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? On va les rentrer dans le trafic, puis ils vont avancer à pas de tortue. Fait que tu n'avances pas. C'est pas optimal de mettre du transport collectif de même, là, okay, quand tu penses faire un travail structurant pour les 60, 80, 100 prochaines années. Tu sais, en passant, dans les années 60 à Montréal, personne ne voulait avoir le métro. Puis regarde ce qui se passe aujourd'hui. Là. Personne ne s'en passerait. Fait que, ayons une vision de développement à long terme. Je reviens sur exactement ce que je disais tantôt, là, plus que juste le prochain cycle électoraliste. Pensons là, pour les 100 prochaines années de façon structurante. Puis, by the way, faisons compétitionner la planète là-dessus. Là. Ça n'a pas besoin d'être juste comme des gens du Québec là, qui compétitionnent pour cette affaire-là. Oui, on veut bien, là, mais c'est le payeur de taxes qu'il faut qu'il y ait la facture. Non, effectivement. Mais alors, justement, en parlant de payeurs de taxes, c'est vers ça que je m'en vais. Puis moi, j'essaye juste de voir. Moi, je trouve que c'est de beaux projets, là, honnêtement. Absolument. Mais leur réalisation nécessite une planification financière. Ouais. Puis, honnêtement, quand on voit l'état des infrastructures au Québec, les infrastructures existantes, plus les infrastructures auxquelles les Québécois s'attendent, dont certaines dont on discute assez régulièrement. On parle du troisième lien, on parle de oui ou non un tramway à Québec. Hein. Il y a déjà eu des maires qui voulaient ça, le maire actuel, puis le maire d'avant. Montréal, les infrastructures, c'est pas terminé. Là, tout ce qui est l'est de Montréal, là, on sait quoi, c'est 15 milliards, 20 milliards? Puis ça, c'est sans compter l'état des routes. Exactement. Bon, alors justement. Quand tu as le PQI qui est à 153 milliards de dollars. Exact. Puis que l'enveloppe, OK, d'entretien, je m'excuse de t'interrompre. Oui, mais l'enveloppe d'entretien, OK, juste d'entretien, le maintien des actifs, là, cette enveloppe-là, qui à l'intérieur du PQI, a été réduite de façon significative. Là, parce que, tu sais, la demande, là, elle est comme pour genre 72, 73 milliards de dollars maintenant. Puis il y a 6 ans, c'était comme pour 30 milliards de dollars. Fait que là, il y a un delta, il y a une différence de 40 milliards de dollars que le gouvernement ne met pas vraiment dans le PQI. Fait qu'ils veulent couper des rubans, OK, mais ils ne veulent pas entretenir. Oui, alors justement, c'est que moi, je trouve que ce sont des projets ambitieux. Oui. Ambitieux au bon sens du terme, parce qu'on a besoin de nos infrastructures. Absolument. Il n'y a pas d'autres moyens, je comprends. Maintenant, j'essaye juste de rendre ça logique avec un discours politique, parce qu'on s'appelle politiquement parlant, après tout. Donc, ça donne bien. Mais justement, comment, avec ces dizaines de milliards de dollars qu'on va aller mettre dans le PQI, comment on fait pour équilibrer un budget
dans un mandat de 4 ans ou même dans un... Allez, soyons ambitieux, là, 8 ans. Ouais, c'est la charge d'intérêt là, qui rentre dans l'équation. Fait que c'est pas le montant en tant que tel, c'est vraiment le carry sur l'infrastructure qui rentre dans les dépenses, si tu veux, là, de l'État. Non, je comprends la... Comment dire, l'entourloupette, comptable, parce que oui, effectivement, on ne vient pas juste mettre, ça a coûté 15 milliards, puis on l'inscrit, c'est pas, je comprends bien ça. Mais il reste que c'est lourd, parce qu'on est quand même, parce que là, on a parlé d'infrastructure, mais on va s'entendre, une société vieillissante qui demande de plus en plus de soins de santé, qu'on le veuille ou non. Entièrement d'accord. Des écoles, il va falloir en construire, on est en croissance. Entièrement d'accord. Et j'en passe, là, je ne les ai pas tous en tête comme ça. Là, mais... Et c'est pour ça que ce qu'on a de besoin, c'est de s'assurer que, quand on dépense, on doit le faire de façon intelligente, puis que, 2, on doit s'assurer d'avoir une économie qui est au rendez-vous. On doit avoir les revenus de l'État qui vont être là pour payer la note, justement. Mais en plus, c'est que si on est pour mettre sur table des projets d'infrastructure, bien, faisons-le de façon intelligente. Donc, respectons la capacité de payer des Québécois. Fait que, mettons un PPP à la place de juste le payer cash de notre poche en tant que gouvernement puis d'emprunter sur le marché obligataire pour se le payer. Réduisons la facture de 4 à 1 milliard en ayant un partenaire. Puis je donne les chiffres, je ne les ai pas les chiffres précis. Là. Le montage financier final là, restera à déterminer. Mais je veux dire, c'est certain qu'en ayant un partenaire privé qui rentre dans l'équation, la facture abaisse. Puis ça se peut que ça soit total. Fait que, tu sais, comme le pont de la 25. Donc, c'est ça que je veux dire. Ayons une façon de penser autre que, tu sais. Puis, à long terme, on doit essayer de faire en sorte que nos jeunes puissent avoir les moyens de leurs ambitions. Donc, on doit respecter leur capacité de payer future à eux. Puis, comment qu'on le fait, ça? C'est le Fonds des générations. Le Fonds des générations, c'est un véhicule qui, là, actuellement, est proche de 20 milliards. Mais imagine-toi si un jour, on était capable d'avoir 100 milliards de capitalisation dans le Fonds des générations. Le Fonds des générations, là, a eu un rendement de 9,4 l'an passé. C'est quand même, si ça avait été 100 milliards, ça aurait été 9 milliards de dollars de revenus. Fait que ce 9 milliards de revenus-là rentrerait dans le fonds consolidé. Aiderait à payer les hôpitaux, les écoles, les frais d'intérêt, etc., etc., etc. C'est comme, ayons une vision, comme faisons-nous un fonds souverain avec le Fonds des générations, comme ils ont fait en Norvège. Tu sais, comme, on peut-tu penser grand? On peut-tu être capable d'avoir des véhicules qui vont nous aider, nous, aujourd'hui, et surtout les prochaines générations, à faire face à la situation qu'ils vont avoir à faire face? Écoute, la courbe démographique n'est pas normale comme ça. Elle est comme ça. Puis ça va être encore pire pour les 14 prochaines années. Ils vont être de moins en moins nombreux à avoir à prendre soin de plus en plus de monde. Fait que là, on s'en va direct dans le mur. Puis si on ne les équipe pas avec des véhicules qui vont générer des revenus pour eux autres que juste taxer le monde, là. OK? Trouvons des façons originales, think outside the box, pour croître l'économie du Québec, croître les revenus. Si on ne le fait pas, là, on va regarder l'histoire et on va dire, hey, cette génération-là n'a pas été visionnaire. On n'a pas le choix que de l'être. Puis pour moi, c'est extrêmement important de s'assurer qu'on mette en place tout ce qu'il faut. Puis un fonds des générations à 100 milliards de dollars, maintenant, comment on met d'argent dedans? Ça, on pourra en discuter, mais il faut trouver une façon. Il faut trouver une façon de faire en sorte qu'on puisse les équiper. Parce que, tu sais, on veut avoir des petits-enfants puis des petits-petits-enfants qui vont être capables de vivre au Québec puis que, tu sais, ils n'auront pas des choix atroces à prendre, tu sais. Peut-être une dernière question avant de vous laisser. Je sais qu'on a pris quand même assez de votre temps. Ça passe vite. Ça passe vite, oui. Là, il y a une course à la chefferie et il y a de la compétition. Yes. Okay? C'est pas comme ceux qu'on a vus auparavant. Donc, il y a des bons candidats, il y a du bon contenu. Comment faire pour se distinguer et aller chercher le plus d'appui possible chez les militants libéraux? Bien, c'est un débat d'idées, c'est pas un concours de popularité. Ça va donc prendre des bonnes idées. Je pense que c'est la clé essentielle. Puis, tu sais, je pense que pour pouvoir rejoindre les Québécois, il faut sortir des sentiers battus. Puis j'ai une question qui était super intéressante le week-end dernier. Oui, M. Beauchemin, vous sortez un petit peu à l'extérieur du caucus en proposant le troisième lien. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est parce que si on ne fait que proposer
tout ce qui est déjà en ce moment proposé, mais on va être comme genre 5 représentants du caucus dans une course à la chefferie. Il n'y aura pas de distinction. Ouais. Fait qu'il faut qu'on se distingue, il faut qu'on trouve une façon de faire en sorte qu'on puisse être pertinent. Puis la seule façon de le faire, c'est en ayant été sur le terrain, comme j'ai fait depuis les 2 dernières années, de l'Abitibi à la Gaspésie, en rencontrant une poignée de main à la fois tous les militants libéraux que j'ai pu rencontrer, des gens qui sont libéraux, qui ne savent pas qu'ils sont libéraux, mais qui le sont, des gens qu'on va faire signer, des gens qu'on a signés, qui vont vouloir participer dans la course à la chefferie en ayant la liberté, le choix et l'honneur de pouvoir participer en tant que membre libéral. Puis ça va vraiment faire une différence. Puis il faut parler de développement économique, il faut parler de saine gestion des finances publiques, il faut aussi parler des avantages que certains candidats peuvent avoir par rapport à d'autres. Tout ça, ça va se discuter sur la place publique. À date, je suis le seul qui est un élu de la gang. On s'entend sur une chose. Jour 1 après la course à la chefferie, j'ai l'avantage de pouvoir être déjà à job. Fait que moi, je ne vais pas me faire définir sur une chaise vide. Ça, c'est un des avantages que j'ai parce que je suis déjà un élu. Moi, je serais le gouvernement, je voudrais que la chaise reste le plus longtemps, le plus vide possible pour le définir sans avoir aucune réponse, tu comprends? Fait que, il y a des avantages que certains candidats peuvent avoir, que d'autres n'ont pas, etc., vice-versa, mais l'idée, c'est d'avoir un débat d'idées, des bonnes idées, là, quelque chose qui va être transformationnel. En parlant de débat d'idées, on parlait du Conseil général où il y a eu quand même plusieurs idées qui ont été débattues. Il y a un principe qui a été adopté, celui de Constitution du Québec. Oui. Où est-ce que vous vous situez? Bien, moi, je suis pour le principe de la Constitution. On va l'écrire, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais je suis pour la Constitution du Québec. Enchasser les droits et libertés de tous. La Charte de la langue française, l'enchasser dans une Constitution. Mais moi, je pense que ça va être un travail qu'il va falloir qu'on fasse en équipe avec tous les partis, pas juste à l'intérieur du caucus libéral. Je pense qu'on n'a pas le choix si on veut que ça tienne, parce qu'on veut attacher pas juste les gens qui vont voter pour le Parti libéral majoritaire en 2026. On veut quand même s'assurer que tous les Québécois puissent avoir leur grain de sel à mettre là-dedans. Donc, il va falloir qu'on interpelle nos collègues des autres partis pour que ce soit un travail d'équipe. C'est essentiel. Parce que c'est un document qui va nous définir, qui va nous, on va dire, ça, c'est notre conscience, c'est nous autres, ça. C'est la façon de faire pour que tout le monde puisse s'embarquer. On va être fiers de ça. Ça va être un véhicule qui va être identitaire pour nous autres. Ça va nous définir qui qu'on est comme peuple. Puis moi, je pense que c'est vraiment gagnant, vraiment à très long terme. On va mettre un point là-dessus. Un grand merci, Frédéric, d'être venu sur le... Ça me fait plaisir, vraiment. Merci du temps, parce qu'on sait que tu es sur la route beaucoup, puis c'est une semaine en circonscription, donc tu es à la fois dans ta circonscription et à la fois aux 4 coins du Québec. Exact. Merci de m'avoir invité, c'est vraiment agréable. Je suis très content d'avoir pu participer, puis c'est le fun comme format, parce qu'effectivement, on peut s'étendre sur des sujets, là, puis rentrer dans le détail. Exactement. Donc, bonne chance pour la suite. Puis nous, on est un peu excités de voir comment les choses vont se passer. On va continuer d'être des gérants d'estrade. Merci à vous deux, les gars. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Merci, ciao. bye.